Tunisien présent, Belgassem Ben Abdallah de l'Union des diplômés chômeurs de Tunisie, qui est par ailleurs membre du comité d'organisation du Forum social mondial et du Front populaire, et Fatih Chamki qui est de RAID Attaque Tunisie CADTM, membre également du comité d'organisation du Forum social mondial et du Front populaire, et donc Forum social mondial qui va se tenir à Tunis du 26 au 30 mars prochain. Et donc l'idée c'est qu'on profite un peu de l'opportunité de leur présence ici pour avoir un échange à la fois sur le forum et sur évidemment le contexte actuel en Tunisie. D'abord, la conjoncture actuelle. Je crois que c'est une phase critique de la crise révolutionnaire qui a commencé avec l'insurrection de décembre-janvier 2011. Nous sommes dans un pic donc, de cette crise révolutionnaire qui se caractérise par crise sociale, crise économique et on l'a constaté, crise politique aussi. Premier point. Et deuxième point, l'absence totale depuis 2 ans du côté des acteurs politiques, des mouvements sociaux, etc., de la dimension régionale et internationale de la crise tunisienne. C'est incroyable, mais tout le monde continue d'agir comme si cette crise est une affaire tuniso-tunisienne et que, par exemple, les institutions financières internationales, que l'Union européenne, que n'ont rien à faire dans cette crise et qu'ils sont passifs, quoi. Et que les intérêts économiques qui sont très importants, les intérêts internationaux économiques en Tunisie sont passifs, etc. Et alors, c'est dans ce contexte, je pense, que va se tenir le Forum social mondial. Donc d'abord, en tant qu'expression de ce mouvement qui se bat contre cet ordre imposé à la planète entière de la mondialisation néolibérale, d'un côté, et nous pensons qu'en Tunisie, on a fait une première brèche dans cet ordre, parce qu'en fait, ça c'est le sens profond de la révolution tunisienne, c'est un refus de cet ordre qui a fait très mal à la Tunisie et à la majorité de la population. Et donc ça sera une expression de soutien à cette révolution, parce qu'on ne se bat pas contre un régime tunisien, en fait, il y a toute l'ordre mondial néolibéral. Et puis, pour ce mouvement aussi, quelque part, c'est important parce que c'est bien beau de dire un autre monde est possible. On a besoin de victoire pour continuer. On a besoin donc de voir aussi comment on avance, etc. Parce que nous, notre slogan a été pendant 11 ans, une autre Tunisie est possible. Et l'histoire est en train de nous donner raison. Ce qui fait que il y a un intérêt mutuel. C'est pas nous seulement qui avons intérêt important à ce que ce forum social se maintienne en Tunisie et réussisse. Donc voilà, je pense que il y a d'autres acteurs qui n'ont pas intérêt à ce que le forum social se tienne en Tunisie. Et donc je pense que c'est un défi important. Jusqu'à présent, ça va, grosso modo, tout se passe sans problème, quoi, sans gros problème. Je n'exclus pas qu'il va y avoir peut-être, c'est pas une certitude, des tentatives pour dissuader ou affaiblir le Forum social mondial qui va se tenir en Tunisie. Je pense que ça doit être clair, ça doit être... le forum doit se tenir en Tunisie, il doit réussir et il doit signifier aussi un tournant dans le mouvement altermondialiste, un tournant où on passe de la défensive à l'offensive, quoi. Enfin, c'est ce que je peux dire, grosso modo. J'ai peut-être été un peu lent, mais grosso modo, ce que je peux dire.
En fait, je n'ai rien à ajouter sur ce qu'il a dit notre camarade Fethi Chebri, mais juste pour nous, cette forum social mondial, c'était un appel pour tous les militants du monde entier que être présent à cette forum, d'abord c'est un acte militantisme. C'est pas juste pour soutenir les Tunisiens dans leur processus révolutionnaire, mais pour que cette révolution soit continuée et que les objectifs de cette révolution sera achevés à bientôt. Et je crois que les préparations maintenant pour tous les révolutionnaires et les progressistes en Tunisie, ils s'intéressent à cette forum et ils sont au cours des préparations sur le plan logistique et au point de vue des ateliers et toutes les préparations. On a eu un état d'avancement plus ou moins important jusqu'au maintenant. Et comme il a dit Fethi, peut-être qu'il y a des gens ou des mouvements qui ont l'intérêt de ne pas faire cette forum, mais en fait, je crois que les forces révolutionnaires en Tunisie, elles vont faire tout. Ils vont investir leurs forces révolutionnaires pour réussir cette forum. J'ai des chiffres, mais si vous avez en termes d'organisation inscrite. Il y a un tableau qui a été fait par Christophe Abertin. C'est un forum franco-tunisien. Il y a beaucoup de Français. Un peu italien aussi. Oui, c'est les Italiens. Mais c'est plusieurs centaines d'organisations. Oui, plusieurs centaines, mais j'ai les chiffres. Il y a 3500 organisations qui sont inscrites. En termes d'activité, là on n'a pas le nombre exact puisqu'il y a une phase de fusion et d'affination, donc mais il y aura plusieurs, on sera autour de 800, 700 à 900 activités. On table autour de 40 000 participants à peu près. Et donc l'idée c'est que le 26 mars il y a une marche d'ouverture, le 27 mars des activités qui sont consacrées à la région, au processus révolutionnaire et aux autres mouvements de 2011 type Indigné et Occupy, qui seront aussi assez présents. Le 28 mars et le 29 mars, des activités auto-organisées sur les différentes thématiques habituelles des forums. Il y aura évidemment notamment beaucoup de choses sur la question de l'immigration, sur la question de la dette, diplômés chômeurs, etc. Et le dernier jour, donc le 30 mars, des assemblées de convergence dont le but est de participer à définir un peu ce que serait l'agenda commun d'action pour les mois à venir. Ça se tiendra à l'université El Manar, Campus Manar de Tunis. C'est une grande site universitaire. Et il y a une clôture avec une marche pour la Palestine. Oui, aussi, une clôture avec une marche pour la Palestine, effectivement. Pour Le 30. Oui, le dernier jour, le final sera sur la Palestine. Pourquoi finir par une marche pour la Palestine? Tu as la réponse? Je pose la question. Oui, alors il y a d'abord une autre information, juste pour dire le contenu aussi par rapport à l'UGTT. Donc l'UGTT, c'est la centrale syndicale, c'est un acteur important social en Tunisie. Et alors les dirigeants donc, étaient dès le début d'accord avec le forum, etc. Et puis ils savent plus ou moins ce que c'est, mais ils ne s'attendaient pas à un tel contenu, quoi, à une telle affluence. Alors au début, bon, ils sont habitués aux événements, donc où l'UGTT, bon, c'est une machine qui a l'habitude, etc., d'organiser des événements, et puis les dirigeants, ils viennent, ils se mettent à table, et puis ils parlent pendant un quart d'heure, ils s'en vont. Et ils pensaient que c'était comme ça, le forum social. Et là, un mois avant, ils découvrent que c'est énorme. Ils disent, vous vous rendez compte, il y a 200 organisations syndicales qui sont inscrites, il y a 4000 syndicalistes qui sont inscrits, mais c'est énorme, c'est incroyable. L'UGTT, il va de sa crédibilité, il va de sa... Alors donc, ils ont pris conscience de l'ampleur du truc,
et que ce n'est pas un événement où on prépare une chaise au secrétaire général, il vient parler, il dit c'est bien, c'est là, et il s'en va. Donc ça, c'est un gros truc. Ça démontre ce contenu quoi, qui se prépare. Alors pourquoi la Palestine? Parce que on est en plein Méditerranée. La question palestinienne est une question centrale par rapport au dossier de la paix dans la région, d'abord. Et puis, il faut que dans cet autre monde que nous voulons, pour lequel nous luttons, il ne faut pas accepter qu'une injustice aussi intolérable se poursuive, et qu'il est temps de trouver donc une solution juste aux revendications nationales du peuple palestinien. Et on est dans la région arabe, c'est la première fois que le Forum social donc, se tient dans cette région. Et il ne faut pas que, ça c'est une question pour nous très très importante, mais je pense aussi pour tout le mouvement démocratique et le mouvement intermondialiste, c'est une question importante. Il ne faut pas que un événement social aussi important oublie cette question et il donne l'impression à ces peuples arabes et les peuples de la région que finalement il évacue une de leurs questions centrales, parce que cette question elle est surdéterminante et très, très importante chez nous, parce qu'effectivement, et puis ça exprime aussi un peu les injustices de cet ordre mondial, les deux poids, les deux mesures, etc. C'est grosso modo pourquoi l'importance. Et ça a été décidé dans la rencontre de Monastir. Ce n'est pas une décision qui a été imposée au Conseil international, au mouvement, etc. Non, ça a été donc discuté, et puis ça a été programmé et tout. Et ça sera, je crois que ça sera une manifestation historique quoi, en Tunisie, de soutien aux droits du peuple national, du peuple palestinien. Juste, je dois ajouter une chose, en fait, pour le Tunisien, c'est un défi, la réussite de cette forum, parce qu'en fait, avant le 14 janvier, il n'y a pas beaucoup de gens de la Tunisie, des progressistes, qui ont l'occasion de participer à des forums mondiaux. En fait, c'est juste un nombre très limité qui a connaît bien le forum et le processus de ce forum. Et en fait, c'est pour nous, c'est quelque chose, peut-être n'est pas nouveau, mais c'est un défi qu'on doit faire réussir en mars. Et la dernière chose, le site d'internet pour le forum, c'est l'fsm.org, l'fsm2013.org, pour tous les renseignements à propos de la participation, les ateliers, et même l'juridiction de billets et pour l'hébergement, le transport et tout, ça sera dans le site fsm2013.org. Alors, compte tenu de la dimension politique de l'événement, est-ce que le forum peut avoir des répercussions? Quelles répercussions peut avoir le forum sur la donne politique intérieure? Ça dépendra de nous. Aseptiser, fermer sur soi. Et on peut aussi lui donner un contenu pas seulement social, mais aussi politique. Par exemple, je donne un exemple. Nous, on compte bien, pendant le forum, faire des actions, pas des actions, mais je veux dire, oui, non, donc, dans l'esprit des forums, non, voilà. Donc, par exemple, par rapport à la dette, essayer de faire des choses en dehors de l'espace du forum, symbolique, autour de la Banque centrale, par exemple, de Tunisie, ou à la Casbah, etc. Donc, plaider
pour une question hautement importante et qui peut donc avoir une pression sur l'attitude du gouvernement. Et alors ça, d'une part, mais je crois que ce qui est très important, peut-être on en a conscience, mais je ne sais pas, en tout cas moi je pense que c'est très important, c'est d'apporter la dimension internationale, de dire que d'abord nous ne sommes pas les seuls, nous nous battons contre un régime qui n'est pas forcément propre à la Tunisie et qui a des acteurs qui ont des institutions, qui ont des gouvernements, qui ont à leur service, qui sont organisés, enfin ça, tout le monde le sait, et que voilà, vous, Tunisiens, mouvements sociaux, syndicats, associations, etc., ben voilà, il est là, avec ses expressions, ses expériences, etc. Et ben, je crois que déjà ça, la présence d'un mouvement aussi important, et en soi très importante. Maintenant, on verra comment, si ça réussit, s'il y a une très belle manifestation d'ouverture et une très belle manifestation de clôture, etc. Et comment vont réagir localement, et après, quelles sont les traces qui vont être laissées. Je pense qu'il y a de fortes chances que le forum marquera un tournant dans le bon sens. J'espère qu'il ne sera pas dans le mauvais sens. Voilà. Ça, on ne peut pas comment dire, ça dépendra des acteurs, voilà. Vous avez des questions? Oui. Oui, je voulais juste prolonger la question précédente dans la société tunisienne. On constate donc qu'en France, et je suppose que c'est un peu pareil en Europe, les médias ne relaient absolument pas les forums sociaux. Donc moi, ma question est depuis ce mouvement, quel est un peu est-ce que vous avez des alliances au niveau médias, télévision, radio, journaux, qui font que vous pensez que ça peut avoir un retentissement, parce que si on veut toucher la société tunisienne, évidemment, la société tunisienne urbaine sera touchée, mais pour que ça aille au plus profond de la société tunisienne, ça doit pouvoir passer par les radios, les télévisions, les journaux, etc. Et est-ce que là, vous pensez que vous pouvez avoir des alliés, des gens qui relaient, ou c'est difficile? Avant de parler du média, ce qui est sûr qu'il y a des organisations comme la DATA, comme le JTT, comme le DC, ils ont fait organisé des conférences, des ateliers, des petits forums régionaux, des forums locaux pendant cette période en préparant cette forum. Mais je crois que les médias tunisiens, je ne suis pas sûr qu'ils vont médiatiser ce forum, mais je crois comme un grand événement de 40 ou 50 000, sûrement qu'ils vont être obligés de faire voir le Tunisien cette... de le répercuter. Oui, c'est sûr. Alors là, tu touches à un problème important, c'est le blackout total d'abord en Tunisie. Il est absent des médias, notamment des télévisions, des plateaux de télévision. On parle de tout sur les plateaux de télévision. Pas du forum. Jamais sur le forum. Donc ça, c'est pas... la faute est partagée, quoi. Les médias ne veulent pas en parler, comme par exemple de la question de la dette, mais aussi c'est la faute à nous aussi, parce que d'abord, je voudrais dire un mot sur donc, le Front Populaire. Moi, je suis dirigeant au Front Populaire, et j'essaie de leur dire qu'il y a un truc important qui se prépare. Bon. Et ils sont conscients, mais il n'y a pas de... Bon, ok, ça c'est politique, mais le Front Populaire, c'est aussi une bonne partie du syndicat, c'est des associations aussi, c'est des militants qui sont aussi partout.
Mais restons sur la question de la médiatisation. Ça, c'est incroyable, c'est un point faible très important. Et donc, il suffirait d'un plateau de télévision pour que les Tunisiens donc, prennent conscience. Alors, qu'est-ce qui manque? On l'a vu avec la dette. Moi, je parle de la dette depuis maintenant 2 ans, mais jamais on m'a... Et un jour, j'ai été au Parlement de Strasbourg, et heureusement, j'ai la chance, j'ai mis à côté de moi Eva Joly, et bien ça fait un tabac en Tunisie. Tout le monde maintenant, même à la télé, on passe des extraits, il y a le ministre des Finances qui vient, etc. Donc peut-être qu'il nous faut comme ça, ramener quelqu'un, donc Eva Joly par exemple, ce serait bien, oui, la ramener, puis parler du Forum social, et là, il y a de fortes chances. C'est comme ça, hein, la télévision c'est du business, et mais sérieusement, hein, il faut penser à cela, ramener une personnalité médiatique, etc., politique ou même artistique, ou je sais pas, une personnalité, et essayer d'organiser un plateau de télévision, ça c'est... mais c'est vraiment un point faible, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment un point faible. Juste, je parle au cours du forum, ils seront obligés de passer quelque chose. Mais avant, oui. Pour ce qui est des médias internationaux, je pense qu'en particulier français, je pense que la situation actuelle en Tunisie, on ne sait pas comment elle va évoluer dans le mois qui vient, mais étant donné qu'on est dans une actualité chaude, comme on dit, hein, dans les médias, je pense qu'il y aura quand même un intérêt à cause de la situation en Tunisie. On peut espérer que grâce à cela, les médias français en particulier ou internationaux seront présents. Dans les forums sociaux mondiaux, il y a quand même pas mal de médias qui viennent, mais pas forcément les plus intéressants. Mais cela dit, il y a une initiative qui est très intéressante cette année à Tunis, c'est qu'il va y avoir un espace pour les médias libres, avec des installations télé, radio, presse écrite, qui vont permettre de couvrir très largement, notamment avec les radios locales ici en France. Au niveau d'attaque, on est en train de monter tout un groupe de radios locales qui vont émettre en direct avec des interviews réalisées sur place au Forum social mondial. Donc il y aura forcément, on va en parler, mais évidemment plus dans les médias alternatifs que dans les médias officiels, ça c'est clair. Mais petit à petit, hein, ça peut faire quand même pas mal de choses. Oui, c'est vrai qu'ici aussi, on a beaucoup de mal. La preuve d'ailleurs ce matin, hein, et on fait le constat, ça fait un certain temps qu'on n'arrive pas à toucher les médias, très très difficilement. Et donc on s'est dit, il faut que nous devenions, sans être des professionnels, on devienne nous-mêmes des journalistes. Hein, et donc la semaine prochaine, dans le cadre du Forum social mondial de Provence, on commence et on va poursuivre des formations. On a déjà une télévision participative, on a des radios locales, et on va se former pour savoir utiliser ces médias. Ça ne remplacera pas les autres, mais ça fait peut-être partie du processus révolutionnaire, pas que chez vous, qu'il faut mettre en place. Il faut nous former aussi, parce que il y a de la place, et on peut... on a besoin aussi de médias alternatifs. Comment se présente justement la donne politique aujourd'hui? C'est très incertain, en plus on n'a pas beaucoup d'informations. Depuis la démission de Djebali, du Premier ministre. Voilà. Alors, oui, tout à l'heure j'ai parlé de crise politique. En fait, c'est le dernier aspect de la crise révolutionnaire qui a maintenant éclaté au grand jour. C'est vrai qu'il y a eu un séisme le 6 février, un véritable tremblement de terre, l'assassinat de Chokri Belaïd. D'abord, il y a la réaction du gouvernement, du Premier ministre qui a dit « bon, stop, ça ne marche pas, ça fait 7 mois qu'on essaie d'élargir le gouvernement, on arrête maintenant ». Mais il y a aussi le 8 février, à l'occasion de l'enterrement, il y a eu la plus grande manifestation en Tunisie, 1 400 000 personnes. Rapporté à l'échelle de la France, ça fait une manifestation de 10 millions de personnes. Vous imaginez 10 millions de personnes qui sont sorties, spontanément comme ça. Et il y a eu aussi une grève générale, pas que syndicale, c'était vraiment une grève civile, politique dans tout le pays. Donc c'est énorme, il y a eu un tremblement de terre. Et à l'issue de cela,
Donc, le gouvernement a finalement donc, démissionné. Et puis, quelle est donc la situation politique? Ce séisme a mis à jour des problèmes politiques réels qui ne sont pas dus au fait qu'au manque d'expérience ou de savoir-faire de certains ministres ou comme on essaye de le faire croire aux Tunisiens qu'on veut un gouvernement avec des technocrates qui connaissent les dossiers, etc. Non. En fait, la crise est beaucoup plus profonde que cela parce que justement, le problème c'est qu'on essaye de maintenir un système qui a démontré qu'il était, pour être très soft, je dirais, qu'il n'était pas supportable, qu'il n'était pas durable, quoi. Et qu'il fallait au moins commencer à apporter des changements, des révisions à ce système. Et le fait de s'entêter à maintenir le même système sans changer un iota a démontré que c'était impossible dans la situation actuelle. C'était possible avec la dictature de Ben Ali, maintenant c'est plus possible. Et le parti Nahda islamiste le découvre. Alors pour nous, c'est tant mieux d'un certain côté, puisque l'exercice du pouvoir du parti Nahda est en train de démystifier ce parti, en train d'abord dans la conscience des gens, en train de séparer ce qui est idéologie ou croyance ou islam et affaires politiques et gestion des affaires publiques, etc. Parce qu'ils ont créé l'amalgame pour dire quand tu votes pour Nahda, tu votes pour Dieu, tu votes pour Allah, etc. Bon, cet exercice du pouvoir a beaucoup laminé le parti Nahda dans l'opinion publique. Donc ça se rétrécit vachement, ça c'est d'une part. Et d'autre part, à l'intérieur même des composantes de la Troïka actuellement, le CPR a disparu. Il n'existe que comme souvenir du 23 octobre. Il n'existe plus. Il est là parce que il traduit... Je suis peut-être un peu long, non? Non, vas-y. Il traduit... Le CPR, c'est le parti de Mansour. Oui, c'est le parti qui a obtenu presque 15% des voix. Il a une trentaine de députés, de membres à l'association, au conseil de l'Assemblée constituante. Et l'autre parti aussi, le parti Takatel, qui se disent des partis... bon, alors Takatel est membre de l'Internationale socialiste. Et le CPR se présente comme étant un parti, donc les deux se présentent comme étant des partis laïques, de centre-gauche, etc. Et c'est des conneries, quoi. Parce que finalement, les Tunisiens découvrent que c'est une question de pouvoir, de vieux leaders qui finalement ne s'intéressent que, et ça c'est très important en Tunisie, on dit les fauteuils ou les chaises. À tel point que maintenant les Tunisiens ils disent en blaguant, il faut inventer des chaises Stéphane pour que ceux qui se mettent dessus, ils collent pas, ils font le camp assez rapidement. Nous on parle de strapontin, c'est un peu pareil. Voilà, c'est exactement. Ça c'est version tunisienne. Mais c'est bien, les chaises Stéphane, c'est très bien. Voilà, il ne faut pas qu'ils collent au pouvoir. Donc le CPR et Takatel, les deux membres de la Troïka au gouvernement, ont pratiquement, réellement laminé complètement. Et Nahda elle-même, il y a de très fortes maintenant... En fait, Nahda en tant que parti n'existe plus. Hein. Et maintenant, il y a beaucoup de Nahda, puisque le secrétaire général du parti Nahda, qui était le Premier ministre, il a claqué la porte, il refuse maintenant de continuer dans la ligne de la majorité du parti. Dans Nahda aussi, il y a une mouvance extrémiste avec des figures médiatiques qui sont très extrémistes, très violents, etc. Donc voilà, concernant le bloc au pouvoir, ils en ont pris plein la gueule par le fait que cet exercice du pouvoir, et ça c'est très bien, les Tunisiens sont en train d'apprendre très vite
ils ont voté, c'est vrai, le 23 octobre 2011. Ils ont voté pas massivement, ce n'était pas un raz-de-marée comme il y a eu en Égypte pour tout ce qui est islamiste, toutes tendances confondues, mais modérément, mais suffisamment pour donner le pouvoir aux islamistes. Mais pas à 50%. Hein. Bon. Voilà. Alors actuellement, pour les autres, en dehors de ce... Eux aussi, ils sont déstabilisés. Ils sont déstabilisés d'abord par une chose, par les prétentions des leaders. C'est des vieux leaders qui sont donc c'est des rescapés de l'ancien régime, etc. Mais aussi par un fait important, fondamental, c'est qu'il y a un bloc, il y a un accord tacite entre pratiquement tous les partis politiques pour dire que le régime social qui avait sous Ben Ali, économique et social, il est bon. Il n'y a rien à changer là-dedans, sauf il faut maintenant changer de système politique. Alors ils nous ont inventé ce truc un peu bizarre qui s'appelle la transition démocratique. Alors ils nous disent que nous sommes en transition démocratique. C'est-à-dire garder le même système contre lequel donc, le peuple tunisien finalement s'est révolté et mettre donc un dispositif démocratique, etc. C'est cette question sur laquelle donc bute tout le monde, quoi. Alors, ce qui fait que maintenant tout le monde est déstabilisé, le champ politique évolue très rapidement, il y a de recompositions incroyables. D'abord, avant les élections du 23 octobre et après, tout a changé. Il y a de nous, les plus importants partis, mis à part Nahda, se sont apparus après le 23 octobre. Midatoun, ce qui est supposé être le premier parti, n'existait pas avant le 23 octobre. Il s'est formé après le 23 octobre. Le Front populaire n'existait pas avant le... C'est la troisième force politique. N'existait pas avant le 23 octobre. Nahda existait avant le 23 octobre. Mais, comme j'ai dit, elle est en train d'être d'éclater. Et le 6 février, l'assassinat a marqué aussi un tournant, et même ces partis, le Front populaire est en train de grimper rapidement, il a doublé, en 10 jours, il a doublé son influence, impact politique. Les autres ont régressé, et donc voilà, politiquement maintenant, il y a beaucoup de remue-ménage, beaucoup de recomposition, déstabilisation, parce que le nouveau gouvernement va faire l'effet d'un choc, quoi, parce que il y a des forces qui vont quitter, d'autres qui vont réintégrer, et c'est-à-dire que ça évolue très rapidement. Moi j'ai essayé d'écrire un article il y a 10 jours, j'ai écrit une dizaine de pages, et cet article, la moitié de cet article ne vaut plus rien maintenant. Alors donc voilà, c'est perdu, il faut que je commence une nouvelle, parce que ça change tous les jours, c'est incroyable. Alors des choses deviennent plus claires, d'autres deviennent plus incompréhensibles, etc. Et voilà, nous sommes en crise révolutionnaire, il y a des hauts et des bas, mais personne ne sortira indemne de ce remue-ménage. Et puis voilà, nous-mêmes dans le Front populaire, là je parle politique, on a de la difficulté à suivre le mouvement, à trouver les bonnes réponses. Jusqu'à maintenant, ça va plus ou moins, quoi, mais ça bouge tellement, et c'est pas toujours évident, quoi. Si je peux continuer les questions, dans un processus révolutionnaire, ce qui compte le plus, en tout cas qui compte énormément, c'est le poids du peuple dans toutes ses composantes, mais qui s'affirme comme sujet politique. Dans quelle mesure ça joue chez vous, bien sûr, pendant la Révolution, ça a joué. Est-ce que le peuple a la possibilité, et par quels moyens, justement, de s'affirmer? Alors c'est un processus, ça prend du temps, pour peser dans la balance, pas simplement être simplement spectateur ou après aller voter, mais comme... C'est peut-être l'occasion justement de dire aussi ce que fait l'Union des diplômés chômeurs de ce point de vue-là, quoi. Oui.
c'est important de s'organiser pour le peuple. Ils connaissent que ce processus révolutionnaire peut être réussi qu'avec, lorsqu'il était bien organisé pour lutter, pour bien lutter, pour continuer sa lutte. Je crois maintenant que, soit pour notre organisation, que en fait, les militants de l'Union des premiers chômeurs, dans la plupart de ces militants, que ça existe partout dans la Tunisie, sont aussi des militants dans cette front populaire, qu'en fait, on voit que cette front peut-être, elle ouvre l'espoir, une alternative bien claire pour le futur de cette révolution. Et je crois maintenant, en fait, que, comme on l'a dit, il est en bas et en haut, les choses, et s'accélère, et il est rapide à chaque moment qu'il y a quelque chose, en fait, et c'est tout à fait normal dans un processus que peut-être les choses, parfois il y a des nuances à propos de quelque chose, mais en fait, je crois et j'ai l'espoir personnellement qu'on va gagner enfin. Tu veux que je te réponde en tant que militant révolutionnaire ou en tant que politique ou parce que quand on dit les deux aspects sont importants, okay. Les deux dimensions sont importantes. Quand on dit crise révolutionnaire, ça veut dire la question du pouvoir est posée. Bon, elle est posée, elle a été posée depuis le 14 janvier, depuis la première insurrection. Et maintenant, par rapport à cette question de pouvoir, il y a les conditions objectives, le mouvement de masse, et puis il y a les directions, la direction. Moi, je pense que le Front populaire est aujourd'hui cette direction révolutionnaire. Alors, c'est le côté subjectif de la chose. Alors, à l'intérieur de cette direction, la direction du Front populaire, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui pense que, objectivement, sur le terrain, les masses, il y a déjà une situation de dualité de pouvoir. Par exemple, après le 6 février, dans certaines régions, les gens ont pris le pouvoir local. C'est-à-dire, ici, on dirait la préfecture. Ils ont investi la préfecture, chassé le préfet, et puis ils ont téléphoné au Front populaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Exactement, ça s'est passé comme ça. Donc on a pris le pouvoir à tel, dans le département du Rhône, c'est ça, le Bouches-du-Rhône, et qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Voilà. Dans plusieurs endroits, ils ont pris le pouvoir local. Et le Front populaire pouvait se saisir de la situation et dit, maintenant, il lance un appel, l'assaut du pouvoir par les régions, tout ça. Ça, c'était possible. Mais on ne l'a pas fait. Ça a été parfait. Parce que, justement, se pose aussi la question de la capacité du Front populaire en tant que direction. Donc, est-ce que, subjectivement, il a l'appareil qu'il faut? Est-ce qu'il a la clarté politique qu'il faut? Est-ce qu'il a le... est-ce qu'il peut... Il ne risque pas d'entrer dans une aventure catastrophique, etc. C'est pas facile. Donc, justement, parce que certains pensent que la conscience des masses, le degré aussi est important dans cette équation, quoi. Mais c'est extrêmement difficile parce que d'un côté, tu as des choses qui te pressent à répondre au mouvement sur le terrain, parce que les gens, c'était terrible la pression qu'il y avait le 6, le 7, le 8 février, c'était terrible, incroyable. Les gens certains qui criaient à la trahison. Est-ce que le Front populaire n'a pas fait n'a pas conclu avec le pouvoir, avec je ne sais pas quoi, certains parlent de trahison carrément. Parce que le Front populaire n'a pas répondu à ce mouvement de... Bon, il y avait une tension incroyable. Cette tension a baissé, ce qui permet au président de la République de dire que l'assassinat de Choukri a été absorbé. C'est ce qui permet au Premier ministre Jbeli
quand il a annoncé sa démission, de dire le plus important dans ce que j'ai fait est qu'on a évité le pire en Tunisie. Donc, quelque part, dans le cas adverse, ils ont manœuvré aussi pour... apparemment, le Front populaire n'aurait pas été à la hauteur. Et ça, on en a discuté, nous, à l'intérieur, pour dire que, bon, évaluer comment... Et là, je parle de débat interne, bon... mais c'est que le Front populaire, qui est une force qui manque, politique, et sur lequel il y a beaucoup d'espoir, les gens placent beaucoup d'espoir, ne va pas assez vite. Il n'a pas de structure, il traîne, quoi. On n'a pas d'organe de presse, c'est incroyable ça. On essaye de faire, mais on ne va pas assez vite. Dans une situation qui évolue très très rapidement, on l'a vu, personne ne s'attendait à l'assassinat, quoi. C'est arrivé comme ça. Et la situation, les événements sont accélérés à un rythme incroyable. Et c'est vrai, on a été carrément dépassé. Et maintenant, il y a une chute de tension. Il y a l'initiative n'est plus entre les mains du Front populaire, mais plutôt du côté du pouvoir. Mais c'est pas fini. Ça risque de... Parce que je t'ai dit, sur le plan politique, Nava n'a plus de légitimité. Avant, après le 23 octobre, il avait la légitimité des urnes. Et il avait une option favorable, comme quoi ils viennent à peine de commencer, il faut leur donner le temps. Ils ont surtout utilisé cet argument, donnez-nous le temps. Marzouk y a même dit, au bout de 6 mois, si on n'a rien fait, foutez-nous dehors. Aujourd'hui, il y a quelque temps, il a fait une conférence de presse, il a dit non, je ne quitterai pas le pouvoir. Bon, donc Nahda a perdu énormément d'arguments, quoi. Et maintenant, comment les forces politiques vont évoluer, vont répondre, donc voilà. En tout cas, moi je crois personnellement qu'il faut pas que ce soit un acte d'une minorité qui va prendre le pouvoir, faire un coup d'État, parce que nous on a compris et que la situation est... Il faut aussi prendre en compte les intéressés eux-mêmes, quoi. Il faut que les gens fassent leur expérience. Il faut que les gens apprennent, quoi. Il faut... c'est ça qui est difficile. Donner le temps aux gens, par exemple, face moi, je crois que l'histoire, les événements, à moi, ils m'ont donné raison. Parce que ceux qui étaient dès le début, sous Ben Ali, une bonne partie du mouvement démocratique s'est cachée derrière Ben Ali pour les protéger contre les islamistes. Sachant que si un jour on organisait des élections libres en Tunisie, c'est les islamistes qui prendront le pouvoir. Et sur ça, ils avaient raison. Mais comment répondre à cela? Alors ils ont dit, il faut empêcher cela. Ils disaient à ce moment-là que le peuple tunisien n'était pas prêt pour la démocratie. Je ne sais pas comment il faut faire pour être prêt à la démocratie. Si on ne fait pas sa propre expérience. Et effectivement, quand il y a eu des élections, les islamistes ont gagné. Mais, alors, et qu'est-ce qu'ils disaient après? Une bonne partie des démocrates, on vous l'avait bien dit. Et voilà où est-ce que vous nous avez amenés. Et voilà les élections, ils ont donné le pouvoir. C'est vrai que c'est moche, c'est pas bon. Mais c'est comme ça, il faut donner la possibilité à ce peuple tunisien pour faire son expérience, faire le tri entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, etc. Juger sur Et donc, ça, c'est bon, ça va dans le bon sens. C'est ce qui me permet d'être très, très optimiste sur la suite. Ils prennent une raclée incroyable, les islamistes. Et c'est pour ça qu'il y a une... C'est vrai, ça n'empêche pas une radicalisation violente des djihadistes, etc. Mais en Tunisie, ils n'ont pas d'avenir. On l'a vu avec l'assassinat, ils sont rejetés. On a les Tunisiens ont le sentiment que ce truc-là, il vient d'ailleurs. C'est les wahhabistes, ça ne prendra pas. Donc, c'est comme la rougeole. Hein? C'est une maladie infantile. Les islamistes, c'est notre rougeole. Il faut l'avoir eu.
Voilà, on peut pas le... Donc là, on est en train de nous vacciner contre la rougeole. Et voilà. Il vaut mieux l'avoir très tôt pour être... Oui, voilà. On a dans les meilleures conditions et on est en train de s'en débarrasser. Voilà. Je continue. Le changement politique, c'est peut-être pas d'abord d'avoir un autre parti, mais d'avoir une autre façon de faire de la politique. Alors, on a vu émerger, pas uniquement chez vous, aussi chez nous, dans plusieurs pays, un front, c'est pas un parti. Ça fait quelque temps qu'on parle, qu'émergent comme des alternatives, des fronts, et qui se présentent plus comme des partis, donc comme des appareils politiques relativement centralisés, plus ou moins, enfin en tout cas avec un programme, tout le monde derrière. Le front se présente normalement comme étant une diversité de sensibilités, d'idées, de monde, et qui fonctionne aussi de façon moins pyramidale, plus horizontale, et c'est en cela qu'on retrouve un petit peu ce qui émerge à travers les forums sociaux mondiaux, cette revendication de faire la politique autrement, c'est-à-dire de rassembler des diversités et de dire on va dans le même sens, mais pour ça on n'a pas besoin d'être tous unis derrière un chef, on marche ensemble, et c'est une autre façon de faire la politique. Comment est-ce que vous vous êtes appelé un front, pas par hasard quand même, et qu'est-ce que vous... Mais là, on ne dérive pas. Est-ce que ça ne vous dérange pas que là, on est en train de dériver? Moi, ça ne me dérange pas. Je peux parler politique pendant des jours. Mais bon, c'est vrai que ça a un rapport avec le forum social, puisque c'est aussi ça, ce qui se passe. Bon, je vais répondre rapidement. Cette question est fondamentale et très importante. À l'intérieur du front, il y a deux tendances encore, grosso modo. Alors, il y a ceux qui disent que, justement, avancer vers une entité politique unique, un parti, quoi. Il y en a qui sont contre. Alors, bon, est-ce un front électoral qui prépare des élections et après il s'en va, ou bien est-ce plus que ça, quoi? Alors, c'est vrai que dans la définition, on dit non, c'est pas un front que électoral, et que c'est un front politique qui a pour objectif fondamental la poursuite du processus révolutionnaire et la réalisation des revendications, etc. etc. Mais dans la pratique, on n'a pas encore tranché, c'est-à-dire qu'on reste des entités mises ensemble, et en fait pour l'instant, on n'a pas le produit, tu sais, de la règle qui dit le produit est supérieur à la somme des parties. Maintenant, pour l'instant, le produit est inférieur à la somme des parties, parce qu'on continue, il y a des résistances. Les partis veulent rester des partis. La tendance qui pousserait vers la constitution d'une entité unique, un parti, quoi, donc a du retard, quoi. Et je crois que ça, c'est une des raisons qui explique ce retard subjectif et cette incapacité pour l'instant à répondre avec la vitesse et la rapidité d'évoluer. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé la bonne solution à cela, moi encore, mon point de vue, sachant que je suis en tant qu'association dans ce truc, et moi j'ai dit, on a fait le grand meeting populaire le 7 octobre pour annoncer la naissance du Front. J'ai dit, moi je souhaite que le 7 octobre soit le début de la naissance d'une nouvelle entité politique et le début de la mort ou de la disparition de ces constituantes, de ces partis. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a ça, donc, est-ce que c'est un nouveau parti? Il y a aussi, alors, quel modèle d'organisation? Et aussi, est-ce qu'on va aussi toujours dans le schéma avec des leaders et avec un général, et puis les fantassins, etc. autour? Moi, je suis contre cela. Il faut diversifier aussi bien l'âge que le genre, et aussi, aussi diversifier le centre de décision au niveau des régions, etc. Mais
ça, on pourrait apprendre énormément du mouvement altermondialiste, des mouvements sociaux, etc. L'horizontalité, comment agir, comment être... Donc, c'est un grand chantier. Est-ce qu'on aura le temps de tout assimiler et d'évoluer? Ça, je ne sais pas. Moi, j'aurais justement une question, à savoir au niveau de l'organisation du Forum social mondial, est-ce qu'il y a justement un rassemblement de toutes les associations, de la société civile en général en Tunisie, ou est-ce que ça a du mal à se propager au niveau de toutes les associations et de la société civile tunisienne? Vont participer la plupart des organisations, les démocrates et les organisations syndicalistes, des étudiants, progressistes, tous vont participer. Mais en fait, je crois que pour le Forum mondial, c'est l'occasion pour faire les partages et faire la connaissance avec et les échanges avec des autres organisations qui ont les mêmes intérêts. Mais sûrement qu'on va voir la plupart des organisations se seront dans le forum. Oui, bon, je termine très rapidement par rapport à la question sur les fronts, si on fait un parallèle avec le front de gauche en France, par exemple, c'est aussi un moyen de sauvegarder les appareils, quoi, hein, c'est toujours ambigu, quoi. C'est des assemblées de petits chefs, de petits groupes, etc., quoi. Donc, je pense que c'est un débat très compliqué, cette chose-là, et que... On peut modérer un peu, moi, je ne serais pas tout à fait d'accord. Enfin bon, c'est la politique franco-française. Oui, Mais oui, pendant la campagne électorale, le Front de gauche a représenté une dynamique quand même relativement nouvelle. Oui. Maintenant, ça s'est un peu calmé, c'est vrai que le PC, etc. Mais ça a quand même agglutiné, comme on dit, des forces, notamment chez les jeunes, qui n'étaient pas là avant, traditionnellement dans les partis. Mais bon, c'est passons. Le débat sur la constitution du Front de gauche, il est largement ouvert. Ouais. Alors, il y a peut-être sur cette Il y a une question, moi, sur la dette après, mais bon, Ah, okay. parce que comme tu connais bien Oui, le non. sujet. Non, en tout cas, à TAC, on voudrait lancer une initiative en profitant de l'exemple allemand. Je ne sais pas si vous avez vu que l'Allemagne a annulé une partie de la dette de la Tunisie, pas pour une somme énorme, hein, c'est 65 millions, mais la dette française, par contre, la dette tunisienne en France, par contre, est très importante. Je crois que la France est le premier débit, c'est plus de 20%, quelque chose comme ça, de la dette tunisienne. Ou 14%, d'accord. Et donc on voulait profiter du Forum social mondial et peut-être un peu de l'écho médiatique pour lancer une initiative, pour interpeller le gouvernement français pour annuler la partie de la dette qui dépend des institutions françaises. Voilà, donc en fait il est au courant parce que je lui en ai parlé et je voulais savoir si... qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-ce que quand on fait ça, on sert les intérêts de Ennahda, qui est encore quand même le parti majoritaire, pour le moment, hein, ou est-ce qu'on rend service aussi quand même au peuple tunisien, sachant que cette dette, c'est la dette de Ben Ali, hein, du régime de Ben Ali? Je vais préciser. Bon, alors, les choses sont un peu différentes de ça. L'Allemagne qui semble, ou je dirais Merkel, qui semble donc aider la Tunisie, ne l'est pas du tout. D'abord, si on voit le remboursement de la dette, l'Allemagne a été plutôt pour récupérer sa dette au maximum. Quand on voit, je te donnerai les tableaux. Oui. En fait, c'est la France qui a été la plus souple, l'État français, qui a été le plus souple, question remboursement, donc qui a plutôt plus donné que pris, alors que l'Allemagne a plus pris que donné, d'abord. Hein. Donc, en tant qu'indulgence avec les Tunisiens, etc. Bon, sans parler de... Est-ce que c'est bon de faire des facilités de créance, de donner maximum? Ça, c'est une autre question. Mais l'attitude donc, de l'État français a été, à ce niveau-là, meilleure que l'attitude de l'État allemand, puisque l'État allemand, dans la situation où nous sommes, a beaucoup plus pris, donc son solde est négatif. Donc on a donné plus à l'Allemagne que l'on a reçu. Ouais. Par rapport à la France, ça a complètement, radicalement changé. En 2010, on a donné plus à la France que l'on a pris au titre du remboursement.
Et en 2011, ça a changé complètement radicalement. Donc la France a plus donné qu'elle n'a reçu. D'abord, ça c'est une chose. Je ne dis pas que c'est bon de permettre... Hein? Donner ou prêter? Non, je veux dire prêter, quoi, oui, prêter. Ça c'est une chose. La deuxième chose, ce qu'a fait Merkel est vraiment dégueulasse. 68 millions d'euros, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, on va... d'ailleurs, je ne sais pas si c'est réalisé ou pas, mais de toute façon, elle a fait un coup médiatique. Elle a dit, on va transformer cela en investissement. En aide au développement. Aide au développement, d'accord. Mais qu'est-ce qui se cache dans cette attitude solidaire, apparemment, etc. En fait, alors, si on part du principe que cette dette est odieuse, et ça, c'est pas moi seulement qui le dis, c'est le Parlement européen, dans une résolution du 10 mai 2011, c'est clair et net, c'est une résolution des représentants des 27 peuples européens, ils l'ont clairement dit, cette dette est odieuse, ils l'ont qualifiée. Vous pouvez la trouver, cette résolution, elle date du 10 mai 2012, sur le site de l'Union européenne. Alors le Parlement européen a dit, cette dette est odieuse parce que contractée par un dictateur. Bon. Que fait alors le gouvernement allemand? Il dit, cet argent qui est odieux, puisqu'il y a une situation critique et on ne sait plus maintenant, je vais le transformer en argent halal, hein, en argent bien, quoi. Alors, qu'est-ce que vous allez me faire? Il y a des entreprises allemandes en Tunisie. Donc moi, je choisis de prendre 10% dans Tunisie Télécom. Je choisis et je le paye avec cet argent. Et que fait donc Angela Merkel? Elle fait un coup d'anticipation. Elle met à l'abri de l'argent qui a été injustement pris au peuple tunisien, illégitimement pris, elle le met à l'abri sous forme de... Alors c'est ce que moi j'ai appelé blanchiment d'argent de la dette odieuse. Donc c'est pas ça qu'on veut. Hein. D'abord on veut la lumière sur cet argent. Bon, les 60 000 euros, on veut voir exactement dans quelles conditions ils ont été prêtés, où est-ce qu'ils ont été investis, et qui c'est qui les a pris, etc., etc. On veut d'abord que la lumière soit à travers un audit. Voilà. Qu'on regarde le bon du mauvais, quoi, pour justifier notre décision. Et on n'est pas d'accord pour que Merkel décide que tout l'argent est bon, sans audit, et le transforme. Alors, par rapport à la France, c'est très très important. L'attitude d'abord François Hollande, malheureusement, a un peu fait quelques pas en arrière par rapport à ses déclarations quand il était pas encore candidat, mais présumé comme candidat. Alors il est venu en Tunisie, il a fait des déclarations. Il était, à l'époque, il a dit, bon, on a même ça existe encore, hein, les déclarations, ils sont là. Il a dit, je suis très favorable à une annulation, il a dit une annulation de la dette odieuse, etc. Et là, il était sur de bonnes positions, très bonnes, quoi. Moi aussi, je suis d'accord. Quand on fait un audit, on va déterminer quelle est la dette qui est bonne ou qui est odieuse, etc. Et François Hollande était pour, donc, l'annulation des dettes odieuses. Et maintenant, il a changé d'attitude. Il faut dire que... Hein, elle est moins odieuse qu'avant. Elle est... Voilà. Et je dois dire que je lui trouve quelques excuses, moi, parce que, finalement, il y a des situations bizarres. Le Parlement européen, quand il a dit la dette tunisienne est odieuse, le lendemain, l'Assemblée nationale constituante lui a dit non, nous on s'en fout, on veut payer la dette. Le lendemain, le 10 mai, le Parlement européen a dit que cette dette est odieuse. Le lendemain, le 11 mai, l'Assemblée nationale constituante a voté à la majorité le budget complémentaire. Et dans ce budget, dans le projet, ils écrivaient non, nous on veut assumer la dette et payer, etc. Donc il y a de quoi dérouter, quoi. Et quand François Hollande était venu en Tunisie, il a dit ça, certains partis lui ont dit non, il ne faut pas parler de ça.
Nous, on veut payer la dette, il n'y a pas de problème, on veut... Donc, Amen. oui, Oui. ben, c'est-à-dire comment tu veux qu'aussi que François Hollande il réagisse. Je ne suis pas en train de justifier ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, pour dépasser tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, au moins, il faut se rendre compte de l'évidence que nous sommes dans une impasse. Et que l'argent qui a été emprunté ces 3 dernières années, cet argent est encore plus dangereux parce que c'est un argent, c'est de l'argent qui sert pour alimenter le fonctionnement de l'appareil et il ne va nullement dans des opérations de production, qui produisent les moyens de rembourser. C'est-à-dire que si cet argent on le prend pour bouffer, rien que pour bouffer, et ne rien produire, demain on n'a pas la capacité de rembourser. Donc on avance vers une situation très dangereuse. Bon, pour le peuple tunisien. Mais il y a les intérêts de la France aussi là-dedans. La Tunisie, d'abord, c'est la frontière sud de la France. Et je pense que la France n'est pas d'accord pour que la Tunisie, tu vois, devienne une zone d'instabilité, de passage d'armes, de camps d'entraînement, etc. Et non seulement ça, on a vu aussi que la Tunisie faisait partie d'une région où les devenirs ou les situations sont très liées. La Tunisie peut être un modèle dans le bon sens, dans une évolution démocratique, sociale, positive, etc. Comme elle peut être aussi un exemple dans le mauvais sens. Déjà, on commence à parler de trafic de cache d'armes, de groupes, de camps d'entraînement, etc., etc. Et là, c'est un intérêt stratégique non seulement de la France, mais de toute l'Europe. Et ils sont en train de jouer avec le feu. Ils poussent la Tunisie et les pays de la région vers des impasses encore pires. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire ce programme qui a été lancé par l'Union européenne de zone de libre-échange approfondie, élargie? On n'a pas été assez approfondi et assez élargi. Et maintenant, qui nous pousse vers encore plus de libéralisme, l'ultralibéralisme. Alors, l'État français, je pense qu'il y a une responsabilité parce que, d'abord, par l'importance des relations qu'il y a entre la Tunisie et la France. La France, l'État français, c'est le premier créancier, c'est ça, bilatéral de la Tunisie. En fait, les échanges, les investissements, tout, c'est carrément entre la Tunisie et la France. Quelque part, le devenir de la Tunisie aussi dépend de l'attitude de l'État français et l'attitude de l'État français dépend aussi des mouvements sociaux, des syndicats, parce que bon, il y a aussi un rapport de force. Alors, notre avenir n'est pas seulement entre nos mains, quoi. Il est aussi une responsabilité, pas avec l'Europe comme ça, mais surtout avec la France, parce que bon, la Tunisie, c'est un fait. Hein. Elle est très, très, très liée avec la France, dans le pire comme dans le... Comment dire, le pire ou dans le meilleur, voilà. Dans le pire comme dans le meilleur. Donc il faut... L'attitude de la France est déterminante dans ce dossier. Ah, vraiment. Et aujourd'hui, qu'il y a un gouvernement, de gauche, vous dites voilà. Social-libéral. Social-libéral, voilà. Donc il faut quand même... non, François Hollande a fait des déclarations, il a fait des promesses, et maintenant il faut qu'il... donc au moins qu'ils soutiennent la question de l'audit en Tunisie. L'audit. Donc déjà soutenir la question de l'audit avant de se prononcer sur, sur la remise de la dette. Oui, puisqu'il y a un projet de loi sur l'audit qui est déposé à l'Assemblée constituante. Il y a un projet d'audit là qui a été déposé par le parti du président actuel et soutenu par tous les partis politiques, sauf le parti Ennahda. Bon, et ce projet de loi existe. Alors, il existe depuis 7 mois maintenant qu'il dort dans les... Il suffit de... Là, c'est faisable, quoi. Laissons de côté la suspension. Peut-être on ne peut pas demander à Hollande qu'il
appuie la suspension, le moratoire sur la dette tunisienne, mais il ne pourra rien dire contre un audit, quoi. On ne peut pas laisser de côté le plus gros dossier de corruption financière c'est énorme. On ne peut pas faire la transition démocratique en laissant de côté le plus gros dossier de corruption. Ça, c'est pas normal, quoi. Et là-dessus, il ne peut pas résister longtemps. Si on fait une bonne campagne là-dessus, sur l'audit, ça, je crois que ça serait décisif pour nous, quoi. Que la question de l'audit. On laisse de côté les autres... D'autant qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps des lingots d'or de Ben Ali qui étaient partis 1800 lingots d'or. En avion. Pauvre Tunisie. Là-dessus, les trucs de corruption, en France, ça passe, ça, dans les médias. Mais au-delà, il n'y a pas d'analyse vraiment, quoi. C'est ça le problème. Mais on peut utiliser aussi la question sécuritaire en la renversant. Pour dire que, attention, il ne faut pas penser trop. Maintenant, oui, pour certains ou certains médias, le devenir du peuple tunisien passe au... Bon, ce n'est pas leur préoccupation. Mais quand on met ça en lien avec la sécurité de la France, ça devient... Il n'est pas... Maintenant, hier, ils ont découvert un stock d'armes à Tunis. Mais des armes de la Libye, sophistiquées et tout ça. De la Libye. Oui, mais... Et ça, c'est quand même... Bon, je crois qu'il faut utiliser cet argument pour... oui, la sécurité, il faut la voir aussi de ce point de vue-là. Et puis que... voilà. Sur cette question de vue d'immigration aussi, oui. Point de vue d'immigration. Et sur les gens qui vont à Tunis, vous savez que ça se pose beaucoup. Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Comment est-ce que vous répondez sur la sécurité pour le forum, je parle là. Excuse-moi, tu veux finir? Après, on va aborder la question de migration, on peut encore prendre quelques minutes. La question de la sécurité. Oui, parce qu'on a des militants qui nous disent, enfin des militants qui ont peur. Oui. Les tarifs d'avion ont baissé. Ah bon? C'est bien pour nous, mais... Ouais. Bon, alors c'est très légitime. Oui. Alors moi, ma femme, quand on regarde la télé le soir à la maison, elle n'avait pas l'habitude, mais maintenant elle va fermer la porte à clé. Bon, donc c'est très légitime que les gens se posent la question de la sécurité. C'est tout à fait normal. Alors, maintenant, les risques réels. Est-ce qu'il y a des... Bon, c'est vrai que quand on est loin d'une n'importe quelle situation, et ça c'est normal, les échos qui viennent, ils peuvent ou bien gonfler ou bien amplifier ou bien... Voilà. Donc, bon, qu'est-ce que je peux dire? Pour l'instant, le risque est vraiment minime. Il n'existe presque pas. Rappelons que la Tunisie, c'est un pays qui accueille en moyenne par an 6 à 7 millions de touristes, dont une bonne partie sont des Français, et que la Tunisie, depuis les années 60, a les habitudes, maintenant dans les mœurs, dans les paysages, etc., on a l'habitude de voir tant d'Européens et de Français chez nous, quoi. C'est pas quelque chose de nouveau, on a l'habitude, quoi. Le paysage culturel, urbain et tout ça, social, est habitué à ça. Bon, maintenant on est dans une situation nouvelle, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, jamais les Européens, les Français n'ont été considérés comme étant quelque chose de hostile ou de sujet à des... Jamais. Hein. Pendant les mois, chez moi, il y a eu des copains ou des Français, des Européens, même juste après le 14 janvier, ils se mêlaient à la foule, ils allaient partout et tout ça, et pas de problème. Donc, mais la question se pose, est-ce que les intégristes ou est-ce que les fous de Dieu ou les djihadistes ne vont pas profiter de la situation pour faire des conneries, comme ils savent le faire? Moi, je pense que on ne peut jamais exclure ça. On ne peut pas l'affirmer à 100% et dire non. Je pense que le risque est très faible, quand même, très très faible, parce que ils savent que en Tunisie, c'est quelque chose qui est très réprimandable, quoi. C'est la société refuse de tels trucs. Et bon, mis à côté de tout ça, nous, on ne prend pas la chose à la légère.
dans les réunions du comité de coordination, on est bien conscient de cela. Et on avait pris la décision de vraiment mettre le ministère de l'Intérieur, même l'armée, devant leurs responsabilités, et que la sécurité, c'est une question très importante. Il y a aussi, il y aura par exemple un forum mondial des parlementaires. Les parlementaires, ils peuvent être aussi des cibles, si jamais, etc. Donc, même si le risque est faible, un service d'ordre interne. Voilà, il y a un avec service les d'ordre. militants, L'UDC aussi, ils ont les l'association de GESM, ils ont des milliers de jeunes, etc., service d'ordre et tout. Mais les professionnels, je veux dire l'intérieur, le ministère des Affaires intérieures, l'armée, tout ça. Et donc on fait tout pour... que ça se passe. Il y a un enjeu pour que ça se passe bien. Et je dirais même que les Tunisiens, quelque part, ils sont contents parce que ça fait marcher le business. Les hôtels maintenant sont complets. À défaut de tourisme normal, il va avoir... je t'assure que les gens sont contents quand on va réserver dans les hôtels, quand on va réserver dans les restaurants, tout ça. Et il y a plutôt quelque chose de positif. On est comme quelqu'un qui attend la pluie et qui sait. C'est vraiment, il y a un climat très favorable du côté de la reprise des affaires et tout ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le forum? Enfin, en tout cas, peut-être pour conclure, on a créé il y a 5 ans déjà un forum social mondial qu'on reprend comme une appellation contrôlée. C'est une façon aussi de dire que, donc Forum social mondial de Provence, qu'en Provence, on se sent aussi membre de l'humanité et qu'on assume la dimension mondiale. On va avoir le mois prochain, le 13 avril, un forum régional et qu'on va être nombreux à être présents à Tunis et qu'on a bien l'intention de rester en contact et de continuer à être solidaires mais aussi en dialogue et en soutien. La Méditerranée soit ce qu'elle a été toujours, un trait d'union entre nous et non pas une frontière de séparation. Merci en tout cas de